Ok, benvenute a questo primo incontro della domenica, giornata sempre tristissima perché è l'ultima, io già sento che qua sta passando tutto. Invece cominciamo con un incontro che è legato alla mostra Art Babel, che è visitabile alla Galleria Spazio 5B in via Salvioni 5B. Abbiamo qua Luca Berla, il gallerista che ci ospita, che ringrazio, e il fotografo della mostra, che non so se voi avete già visto, se no vi invito magari a vederla dopo, è Jürgen Netzker, fotografo tedesco che vive però in Francia dagli anni 90 e che ha lavorato tantissimo sulla Francia. Non solo lì, le sue preoccupazioni sono molto legate al territorio, all'ambiente, all'urbanistica, e gran parte del lavoro è stata fatta in Francia. Con lui ci sarà Luca Fiore, che ha curato la mostra, ha scritto un testo per la mostra e che oggi ci accompagnerà insieme a Jürgen in questo viaggio. Siccome è un incontro di un fotografo in teatro e non di uno scrittore, abbiamo pensato che con gli scrittori li facciamo leggere perché è giusto parlare dei testi, ma se uno non sente il testo, anche alle volte non si capisce bene di che cosa si stia parlando, no? Penso all'ultimo incontro di ieri sera, cioè quando l'autrice ha letto, allora poi forse uno poteva capire bene, ah, ecco dell'umorismo di cui si parlava, ecco che cos'era questa cosa. Quindi, piuttosto che parlare in astratto delle fotografie, abbiamo pensato di cominciare con proiezioni che verranno accompagnate dalla voce di Jürgen per situare un po' le cose, poi finita la proiezione comincerà il dialogo tra loro due o quello che vorranno fare. Bene, vi ringrazio di essere qui di domenica mattina e buon incontro. Buongiorno a tutti, io ringrazio gli amici di Babel per la stima e la fiducia e per il fatto che ci tengano che anche la fotografia possa partecipare a un festival di letteratura e di traduzione. Per me questo è molto importante. Una volta il poeta Giampiero Neri mi ha detto, ma è una cosa che diceva spesso, che la poesia non va a capo. E poi aggiungeva una citazione di Paul Celan che diceva: non vedo nessuna differenza sostanziale tra una poesia e una stretta di mano. E questo per dire che c'è un nucleo incandescente che accomuna la letteratura alle arti visive e che, come è stato detto ieri, anche diciamo, l'ispirazione artistica si nutre anche e soprattutto attingendo ad altri linguaggi. Quindi sono molto grato, e sono molto grato anche perché grazie al suggerimento di Antonio Rovaldi di aver potuto conoscere e studiare il lavoro di Jürgen, al quale ora lascio la parola e soprattutto lascio lo schermo perché possa mostrarvi il suo lavoro. Prego. Prego. Oui, bonjour, merci d'être là ce matin. Je suis ravi d'être à Bellinzona depuis mercredi maintenant. Je voulais remercier effectivement les festivals et Matteo Campagnoli, Luca Barla qui a mis à disposition l'espace de la galerie où je vous invite à venir voir les images. Et bien sûr Luca Fiore, que c'était une très belle rencontre pour moi. On s'était vu en juillet aux rencontres de la photographie à Arles. Et on a eu l'occasion d'échanger déjà fortement autour du travail à ce moment-là.
Et puis aujourd'hui, c'est une autre occasion de faire tout ça. Donc j'espère aussi, parce que c'est très intéressant pour moi d'avoir effectivement son regard sur mon travail. Et voilà, donc je suis très curieux de ce que ça va donner aujourd'hui. Alors on a préparé un peu parce qu'on pensait que vous ne connaissez pas mon travail, je ne pense pas me tromper. Moi, je vais vous projeter quelques séries. Alors ce sont des extraits parce qu'en fait, ça fait 35 ans que je travaille, on va dire professionnellement, presque, ou peut-être pas exagéré, 32, avec la photographie. Et donc, il y a énormément de choses qui sont produites, et pas que en France. Mais aujourd'hui, comme le thème de notre festival ici est la France, on se limite à ça et à une relativement petite sélection, parce qu'après, sinon, vous allez être trop fatigué, si on a trop d'images. Donc, je propose de démarrer cette projection, pas avec celle-ci, voilà, plutôt avec la première, ça sera mieux, pas la dernière. Oups, pardon. Voilà. Moi, je suis donc venu en France pour faire mes études à Arles, et étrangement, au lieu de commencer peut-être à travailler sur la France comme on pouvait s'attendre de ma part de le faire, parce que j'étais en train aussi de découvrir un peu le pays, j'étais plus attiré peut-être aussi par les études, par les études de photographes américains aussi, qui m'ont beaucoup plu. J'étais très attiré aussi par les États-Unis. Donc j'ai fait plusieurs séjours aux États-Unis pendant mes études. Mon travail de diplôme était sur les États-Unis. Bon. Des années après, là on m'a fait un grand saut. Je suis arrivé à Paris au milieu des années 90, et il y avait le Europark, le Euro Disney, ça s'appelait, je crois, à l'époque comme ça, qui venait d'ouvrir et qui s'est trouvé aux portes de Paris. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette implantation du parc à côté de la capitale. Et qu'est-ce que ça génère en fait? Qu'est-ce que ça génère au niveau de l'urbanisme, d'une sorte de ville nouvelle qui était essentiellement pavillonnaire et qui s'est construisait là, qui s'est trouvé implanté sur ce terroir à cause suite au parc Disney, parce que ça a amené des infrastructures, des trains, des routes, des gares, des supermarchés, et bien sûr tous les promoteurs immobiliers comme Kaufmann et Broad et plein d'autres. Donc ça, c'était la couverture de l'ouverture du parc à l'époque. Oui, alors, bon, c'est la seule photo que vous allez voir de moi. On pensait avec Luca que c'était intéressant quand même de la montrer tout de suite, parce qu'en fait, les photos que vous allez voir, elles sont faites avec cet appareil-là, qui est une chambre photographique grand format. Donc, ça produit des négatifs d'une taille de 20 par 25 cm. Et j'aimais bien faire de ce travail, en fait, juste pour des contacts, et pas des agrandissements en fait des images. Alors entre-temps, j'ai fait aussi des agrandissements, mais au début, l'idée, effectivement, était de produire les images plutôt par contact, d'où cet appareillage un peu lourd, mais ça me convient tout à fait. On va peut-être revenir un peu plus tard là-dessus, parce qu'en fait, finalement, je travaille encore aujourd'hui avec ça. Mais on va se mettre sur les images, sinon on va être là encore dans 2 heures. Et là, c'est donc la première image de la série qui s'appelle « Aux portes du royaume ». Donc le royaume, c'est effectivement le parc Disney, mais on ne le verra jamais dans mon travail. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement les petits pavillons qui poussent. Là, on a le champ de blé de la Marne, c'était un paysage très agricole, qui sont balayés là, par les vents juste avant la récolte. Et on voit ces petites maisons qui poussent et ces transformations qui se font. Donc en fait,
c'est un peu une photographie aussi de chantier, si on veut. C'est une photographie où je suis pendant plusieurs années à l'avènement de toutes les constructions qui se font dans ces périmètres autour de Disney. On a dit que je ne vais pas commander toutes les images, parce que c'est bien d'avoir aussi un peu de silence pour avoir un petit moment pour que vous regardiez l'image. J'espère que je vais arriver, parce que je suis relativement bavard sur mes images. Oui, donc un petit détail dans cette image qui me plaît, c'est, vous voyez, c'est en fait là où il y avait le champ de blé dans la première image, c'est ça, un an après. Et j'aime bien ce côté surprenant, parce que la rue qu'on trouve ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir la lire, c'est « Allée du blé qui lève ». Et donc, en fait, il y a ce côté assez humoristique, parfois, de promoteur ironique qui fait surface. Ce qui m'a intéressé aussi, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est ce caractère presque de maquette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maquettes dans le bureau de promoteur immobilier, mais il y a des petites maisons, comme pour les petits trains. Et j'avais l'impression d'être en face de ça, parce que le moment que j'ai choisi était le moment avant que les personnes arrivent sur place, avant qu'ils prennent possession de lieux. Ce sont vraiment des maisons comme dans des étalages d'un hypermarché, en quelque sorte. En fait, ils sont bruts. Et je suis retourné plein d'années après, et je n'aurais jamais pu photographier cet endroit-là comme il est aujourd'hui. Effectivement, on rejoint le discours de gated communities, de la construction de la banlieue à l'américaine, voilà, où parfois on peut trouver des choses assez drôles, comme ces deux maisons, c'est comme des calcomanies, où on espère que la personne ne va pas se tromper de porte en rentrant le soir, parce que peut-être ne va pas s'apercevoir en sortant non plus. Voilà, ça c'est la vie rêvée de Kaufmann et Broad, de grands promoteurs immobiliers, avec effectivement ce noyau familial, nucléaire. Et quelques personnes quand même, vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de personnes pour l'instant dans les images, et ça va rester un peu comme ça. Ça vient aussi du dispositif et de ma manière d'être dans l'espace, mais Luca en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, on va quitter Marne-la-Vallée pour un endroit qui ressemble, ça aurait pu être là-bas aussi. C'est juste, j'ai eu un studio, un atelier à Cergy-Pontoise, dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, et j'ai travaillé beaucoup avec la ville sur une documentation de Cergy, mais qui était une résidence d'artistes en fait. Donc c'était une chose un peu, voilà, pas très clair en fait ce qu'il fallait faire, mais voilà. Donc j'ai passé 2 ans à travailler sur la ville nouvelle, et c'était intéressant. Je dis ça parce que en fait ça a généré un travail, on va voir, qui va de la naissance du pavillonnaire à Marne-la-Vallée à un travail presque, enfin, si on peut considérer la maison comme un personnage, comme quelque chose de vivant. Mais il y a la naissance de ce pavillonnaire-là. Là, on est dans un endroit qui est la ville nouvelle, qui à l'époque avait ses 30 ans. Donc c'était une ville la ville nouvelle, elle est voulue par l'État aussi. C'est une ville qui se construit pas n'importe comment. Il y a des plans d'urbanisme très précis pour effectivement éviter l'étalement pavillonnaire à l'époque.
Là, c'est plus à Cergy. On change un peu parce qu'en fait, il y a ces livres-là qui nous ont guidés au début. Les 2 volumes s'appellent Hexagone. Il y a Hexagone, les paysages fabriqués, Hexagone, les paysages consommés. Et là, j'ai décidé de mettre quelques images qui sont un peu plus larges, qui ouvrent un peu sur la France. Là, on est en Montignac, c'est à côté de la grotte de Lascaux. Donc on change un peu. C'est un tour de France que j'ai entrepris à l'époque, qui parfois, effectivement, se retrouve dans des lieux où on n'a pas besoin de dire où c'est. En fait, ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà. Cette scène pastorale. Et le futuroscope à boîtier. C'est juste, je ne sais pas si on le voit bien dans l'image, mais c'est un bateau qui est tiré par des cordes à travers un paysage qui est peint sur les dalles en béton. Donc, ça aurait plu aussi à notre cher Luigi Ghiri, par exemple. Et la Grande Motte, c'est un ressort touristique. Et comme je parlais tout à l'heure de cette idée de personnage, d'un être maison comme ça, voilà, là on assiste effectivement à la mort aussi d'un certain type d'habitat, à la destruction, à l'implosion de bars HLM que j'ai documenté à 2 endroits, à côté de Paris, à Mantes-la-Jolie et à Meaux. Donc ce sont les images où il y a le plus d'action, là, ce que vous allez voir aujourd'hui, là, parce que normalement c'est assez statique mes images. J'ai hésité pour mettre plutôt le moment après, mais c'est vrai que j'ai craqué pour cela. Et je travaille parfois avec plusieurs appareils à la fois, donc là j'avais 2 appareils avec 2 déclencheurs, c'est la grande chambre et un appareil panoramique. Au même moment, j'ai essayé d'avoir ce moment, donc ça donne deux interprétations un peu différentes. Ce qui m'a intéressé effectivement, pour faire très très vite en 10 secondes, c'est aussi le fait que de ne pas me centrer sur l'immeuble qui s'écroule uniquement. Ce qui était pour moi le plus intéressant aussi, c'est ce qui se passe autour, c'est-à-dire dans cette image avant, le policier qui est là, parce qu'il faut savoir que tous les gens sont évacués des quartiers, effectivement, et de voir qu'il y a une barre qui s'écroule, mais on a une autre qui apparaît derrière. En fait, c'est un peu la chose. Et voilà, c'est toute cette inscription qu'on voit relativement peu, quand on voit des implosions du meuble, on est très centré sur la barre. On reste sur les formats panoramiques et on va changer en couleur. Alors là, on est sur la marée noire de l'Erika en l'an 2000. Alors, j'étais très atterré par ce sinistre fait de ce bateau affrété par Total qui a sombré sur les côtes de la Bretagne. Hein. Enfin, on est sur la pointe de Saint-Gildas. Et je suis allé. Alors, j'ai fait que très peu d'images, mais voilà, ça, c'est une de ce point de vue qu'on peut avoir sur ce tapis de pétrole. Et puis ce diptyque qui montre les volontaires en train de nettoyer la plage souillée. Ah oui, c'est déjà tout sur la marée noire, mais c'est vrai que c'est un peu un exemple de travail où je finis un peu ce cycle sur l'urbanisme et je me mets plus volontairement à la recherche d'une ruralité où les questions environnementales qui étaient toujours présentes sont plus présentes peut-être. Là, c'est une image qui est dans l'exposition, c'est celle qui vous accueille à l'espace ici. C'est un travail sur les glaciers en 2006. Là, c'est les glaciers de l'Argentière à Chamonix, sur le massif du Mont Blanc. Je suis tout en bas du glacier. Et j'aime bien raconter cette petite anecdote parce que pour faire mes recherches, j'ai contacté un institut et j'ai eu un glaciologue au téléphone à l'époque et je disais voilà monsieur, voilà, je me présente, je voulais faire un travail sur la fonte des glaciers dans les Alpes et
Ça s'est très mal passé parce qu'il m'a dit mais non, il n'y a pas de raison, c'est pas des réchauffements climatiques, on ne sait pas, on n'est pas sûr du tout, c'est un cycle naturel, qui vous fait dire ça, vous connaissez rien, etc. Donc bon, c'est-à-dire que je l'ai jamais rencontré après, je me suis lancé un peu comme ça, mais c'est vrai qu'en 2006, c'était pas encore complètement clair les choses comme aujourd'hui. Là, vous les connaissez peut-être, c'est le glacier du Rhône, c'est la source du Rhône, avec la grotte de glace. Donc, je mis quelques exemples. Effectivement, c'est des séries beaucoup plus larges, hein. C'est à chaque fois des dizaines d'images. Là, c'est la Pasterz en Autriche, très grand glacier aussi. On voit, si vous regardez bien, vous avez les petits personnages là qui sont ici. Et Sulden en Italie, vous voyez déjà, vous avez remarqué peut-être que j'ai une petite tendance à mettre des chaises dans les images, un peu comme des points de vue que je vous propose de prendre place. Là, ça va être un peu difficile, comme sans le support. Ah oui, c'est déjà tout, hein. On doit aller vite parce que on a envie de parler avec vous aussi à la fin. Donc, ça, c'est en 2008. C'est un travail qui a duré sur 2 saisons, 2006-2008. Je travaille souvent sur plusieurs années, en fait, sur des choses comme ça. Là, je suis encore étudiant à Arles. On est en 92 ou 93, et c'est la grande décharge de Marseille à côté de Arles, à côté de Salon de Provence, et où le Mistral a balayé ces sacs plastiques sur tous les paysages. Donc, c'était les premières images en 92, 93. Ouais, c'est assez apocalyptique, je trouve, comme vision. Il faut savoir que des gens habitent cette maison. Là, c'était fait au petit format, peu importe, ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous de savoir, mais je suis retourné en 2000, parce que ces images-là que je vous montre, là, les premières, je les ai ressorties de mes boîtes d'archives, parce que je travaille maintenant sur cette thématique un peu plus, d'une manière plus soutenue. Là, on est en 2000, et je suis retourné avec cette grande chambre que vous avez vue au début, cet appareil, et j'ai produit juste un triptyque, en fait, sur cet endroit, dont on voit la première image, ici, et ça a relativement peu changé, en fait, depuis 2000. Voilà, donc c'était ça le triptyque. Aussi, si vous avez vu l'expo de Glacier, c'est un peu ce format-là de 100 par 125 cm sur ça. Et là, on va arriver sur un travail qui est en cours. Donc, vous voyez, je suis assez fidèle aux décharges. En 2019, j'enseigne à Aix-en-Provence. Je suis professeur à l'Académie de Aix-en-Provence, l'Académie des Beaux-Arts. Et avec mes étudiants, je suis allé, j'aime bien me promener, j'aime bien qu'on a cette expérience de la nature. Et je me suis retrouvé à un endroit proche d'Aix-en-Provence, pas très loin, où il y a une décharge sauvage qui s'est créée à travers les années, d'une manière illégale, qui est encore aujourd'hui en place. Les accès sont fermés, sont nettoyés un petit bout, mais c'est tellement énorme, c'est 220 hectares, et il y a à peu près 2000 camions qui ont déchargé de choses depuis les années 2010. Et donc je me suis beaucoup intéressé, enfin je retourne pour voir qu'est-ce qui se passe là sur cet endroit-là. Et le titre de ce travail est Épuisement. Alors épuisement, ça peut aussi se lire comme un épuisement de nos ressources, de ce qu'on consomme, de ce qu'on jette, à quelle vitesse on jette les choses, et de mon propre épuisement peut-être aussi, parce que parfois quand vous êtes artiste, on continue quand est-ce qu'un travail est fini en fait, surtout quand on est sur un terrain comme ça qui paraît infini.
Et là, vous avez encore le vue un peu classique à la chambre, on va dire. Mais je commençais à faire des images aussi, juste comme une sorte de archéologue, où il y a le sol devant mes pieds, toujours à la hauteur d'homme, et où je scrute ce sol-là, où j'ai fait comme des prélèvements du sol, et qu'est-ce qui se passe. Depuis 2019, je suis encore retourné il y a quelques mois à la décharge. Donc cette transformation, les plastiques qui commencent à s'effriter en microparticules, qui changent de couleur, qui changent de surface, les papiers qui s'envolent, les bocaux qui explosent, la végétation qui pousse, etc. Bon, voilà, c'est les transformations des objets que j'accompagne aussi pour voir qu'est-ce qui deviennent ces objets. Et c'est vraiment un inventaire assez à l'après-vert de tout ce qu'on peut trouver dans notre société. Voilà. Je parle encore beaucoup, hein, Lucas. Donc il faut savoir, là, parle d'une centaine d'images facilement, voire plus, dans ce catalogue de choses qui s'est créé. Et donc, en fait, savoir quand est-ce qu'on arrête, ben, je pense qu'il y a un moment d'épuisement aussi, qu'on a épuisé le sujet, qu'on a puisé le sujet, qu'on s'est épuisé avec le sujet. Quand ça arrive, on sait que voilà, c'est fait. Pour l'instant, je sens qu'il y a encore un peu de marge. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et ça, c'est la dernière image normalement de cette série, où il y a le fleur qui pousse sur le sol pollué. Et j'ai mis encore un petit fauteuil. Petit point de vue pour vous, sur Vitrolles, sur la mer. Et qui va me permettre cette transition vers le nucléaire qui me colle un peu à la peau. Avec ce travail Fluffy Clouds, donc ça veut dire ça moutonne, c'est des nuages duveteux, on peut dire ça comme ça, dans le ciel, qui souvent sont indicateurs d'une centrale, alors thermique ou nucléaire, on ne sait pas si on voit ça, mais il m'arrive de survoler la France et de m'orienter en avion, savoir la position par rapport aux émanations de colonnes de fumée de centrales nucléaires, où je me dis, tiens, ça c'est, on passe au-dessus de la Loire, c'est Belleville en bas, donc on va bientôt apprendre à la descente pour Paris, etc. Donc c'est assez visible de partout. Là, on est à Nogent-sur-Seine. Et effectivement, les centrales, pour moi, c'est quelque chose qui sont inscrits dans un paysage et qui constitue pour cette série souvent l'arrière-plan de mon travail, avec au premier plan, effectivement, une pictoralité toute autre. En fait, une scène là sur le camping de Nogent, en fait, qu'on ne pouvait pas s'attendre quand on pense centrale nucléaire. Plutôt tendance à peut-être penser à des images plus théâtrales, en fait. Et là, c'est en 2003. Je commençais le Tour de France, je fais tous les centrales en France, en fait, en 2003. Là, c'est dans la vallée du Rhône, à Trécastin, et on voit ce petit groupe de personnes, effectivement, qui regardent vers la vallée du Rhône, et qui me rappelle beaucoup les photographies du 19e siècle aussi, de Timothy O'Sullivan, de Newbridge, à la conquête de l'Ouest, et qui mettaient leurs assistants dans les paysages pour donner une échelle à ce paysage qui nous dépasse parfois, surtout quand on parle de la conquête de l'Ouest. Il fallait avoir quelqu'un, ou à la Caspar David Friedrich, voilà, quand on est face à la mer de nuages, il y a aussi ce personnage qui prend notre place et qui regarde pour nous. Et voilà, ces personnages-là, pour moi, ce sont effectivement aussi nos places à nous qui sont représentées par ce petit groupe. Là, c'est une image qui est dans l'exposition, c'est Palouel, en Normandie. Toute première image que j'avais faite à l'époque. C'est presque la carte postale de la centrale nucléaire. Penly.
Alors là, il n'y a pas de... En fait, ces centrales-là sont refroidies dans la mer, il n'y a pas de fumée qui sortent, en fait. Mais quand vous êtes sur place, bon, l'eau est peut-être un peu plus chaude parce que le circuit tertiaire d'une centrale nucléaire va directement dans la mer, pas les premières, pas les deuxièmes, mais les troisièmes. Et par contre, vous avez le bruit de la centrale, ça pip, 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 tout le temps, ça fait des bruits de grandes usines, quoi. Voilà. Et c'est vers Etretat. Là, on est en Espagne, 2005, Asco. Donc, on a choisi 10 images, je pense, pour vous donner une idée sur le livre et à l'exposition. Oups, pardon. Voilà. Sellafield, Angleterre. Kalkar en Allemagne. Alors c'est une centrale qui n'a jamais été mise en service, un surgénérateur comme on avait en France qui s'appelait Super Phoenix à Crémalville. Et celui-là a été arrêté parce que Gerhard Schröder est arrivé au pouvoir en Allemagne et il a arrêté le projet pour des raisons que c'était très impopulaire ce surgénérateur, et deuxièmement parce qu'en fait on a vu qu'en France ça ne marchait pas du tout. Ce type de centrale, donc il n'a jamais pris. Donc en fait, c'est devenu un parc d'attractions parce que c'est un entrepreneur hollandais qui a acheté, qui a eu l'appel d'offres et qui a proposé de faire un parc parce que ces réacteurs, cette centrale était au bord du Rhin, à la frontière proche. Avec voilà, plusieurs, avec la Belgique aussi, proche de la Belgique, proche des Pays-Bas, etc. Donc c'était intéressant et c'était une expérience assez unique pour moi. Et là, on est à Betznau, en Suisse. Et voilà, donc j'ai aussi travaillé sur les quelques centrales, Gösgen, Leibstadt, Betznau, en Suisse. À l'automne. Le travail de Fluffy Cloud, ce n'est pas un travail par pays, ce n'est pas un inventaire complet de toutes les centrales d'Europe, mais c'est un travail plus sur l'année, sur les saisons qui s'écoulent, sur les 4 saisons. Je trouvais que c'était plus intéressant par rapport au nucléaire aussi de les inscrire dans un temps circulaire en fait, qui peut parler d'autres choses, comme les glaciers, ça ne s'appelle pas glacier, la série ça s'appelle Pantarei, donc tout est en mouvement perpétuel. Et là je ne sais pas pourquoi j'ai plus de... Ah si, ça continue, j'avais peur. Leibstadt. Et aujourd'hui, on était au petit déjeuner avec Luca, il m'a dit il faut que tu amènes le journal, prends-le. Je dis bah, pourquoi? On verra rien, mais c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée parce que non, c'est la Domenica, c'est pas celui-là. Bon, je vais le retrouver pour vous. C'est pas le bon journal. C'est celui-là. Hop. Parce qu'on parle de voilà. Idee zur Entschärfung des Atomstrahls. Et il y a l'image de Leibstadt dans le journal aujourd'hui. C'était plutôt, je trouvais ça plutôt drôle et intéressant à la fois. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps à en parler. C'est un discours un peu esthétique. No, possiamo cominciarne a parlare subito, secondo me, perché qui avevi promesso che ci avresti fatto vedere le immagini in silenzio, invece ci hai mostrato quanto ciascuna immagine ha dietro una storia. Però su questa colonna di fumo, secondo me possiamo fermarci e porci secondo me la questione importante del tuo lavoro. Cioè, oggi mi chiedevo che differenza c'è tra questa foto comparsa sul giornale usata per illustrare la notizia e il tuo lavoro.
secondo me cioè è un tema enorme, e io, siccome lui insiste nel fatto che mi sarebbe piaciuto fargli altre domande, ma lui adesso insiste perché io dica quello che penso sul suo lavoro, quindi è colpa sua se prenderò questo spazio. Ma no, per andare dentro proprio questo tema, perché secondo me è quello più importante, faccio un esempio. Una volta ho intervistato un importante documentarista che collabora con tante grandi riviste, che aveva fatto un lavoro enorme su un tema anche lì legato all'ambiente, eccetera, e cercava, insomma, in una sede espositiva di vendersi come artista, e io gli ho chiesto: ma che rapporto c'è, cioè, tra il tuo modo di fare immagini e il contenuto che tu cerchi di veicolare? E lui mi rispose in modo molto chiaro che lui cercava di creare delle immagini forti, in modo tale che l'interlocutore, noi, fossimo coinvolti e ci interessassimo a quel tema. E a me è venuto in mente, come dire, una cosa che è molto antica, diciamo, un riferimento molto antico, che è quello del Rerum Natura di Lucrezio, in cui a un certo punto dice così, leggo la traduzione di Milo De Angelis, dice: questa dottrina infatti sembra troppo amara a chi non l'ha ancora assaporata, e la folla, quando la incontra, indietreggia piena di spavento. Così ho deciso di esporvela con l'armonioso canto delle Pieridi e avvolgerla, per così dire, nel miele soave della poesia. Dunque la poesia, l'arte, le forme armoniose dell'arte sarebbero un miele che è utile per far digerire l'amara verità della filosofia. Ecco, secondo me questo, adesso non per contraddire Lucrezio, con tutto il rispetto per Lucrezio, che probabilmente fa esattamente il contrario di quello che dice, ma la poesia, l'arte è qualcosa di diverso, qualcosa che va ancora più in profondità. È visto proprio perché siamo in un festival di letteratura. Io quando ragionavo sul lavoro di Jürgen, ho trovato questa citazione di Robert Adams, che è forse il più grande fotografo americano vivente, che parla di un altro grande fotografo che è John Gossage, del più importante lavoro di John Gossage, e dice una cosa secondo me bellissima, e ve la leggo. Notate subito che il riferimento è letterario. La tragedia, perché qualche volta, cioè quasi sempre nelle immagini di Jürgen c'è questa questione la tragedia nella sua forma letteraria classica non è più scritta. Gli autori non riescono a trovare risoluzioni credibili della trama che possono sostituire la nostra pietà e la nostra paura con una nuova comprensione, con la calma. In un mondo di tragedie irrisolte, quindi, ci mettiamo alla ricerca, e sono le arti visive, a mio avviso, quelle che meglio offrono un luogo di quiete, in quanto ci ricordano un mistero nella creazione, che implica una coerenza, ma che non rende chiara la sua strada. Molte delle migliori opere fotografiche sono come la risposta del turbine a Giobbe, una descrizione della bellezza naturale che implica un ordine superiore. Questo non significa
che l'arte debba rispecchiare solo soggetti belli. La poesia del Turbine attira la nostra attenzione perché la storia di Giobbe include, prima della consolazione della poesia, un abbozzo di disastro. Ed è da questo che riconosciamo che per la prima volta il nostro mondo. È l'incorporazione dell'oscurità nell'arte che ci conferma inizialmente, nel nostro disagio, l'importanza dell'arte e ci assicura che la speranza delle proposte artistiche non è stata conquistata a buon mercato. E io trovo che nel lavoro di Jürgen esista questo riconoscimento la testimonianza della poesia del Turbine, che qual è la poesia del Turbine? Giobbe alla fine maledice Dio per l'ingiustizia di cui si sente oggetto, e Dio dal Turbine appunto risponde: dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? E comincia a descrivere le magnificenze del creato e della vita. La fotografia di Jürgen è capace contemporaneamente di testimoniarci il disastro e questa strana bellezza irriducibile che esiste nella realtà, nelle cose. E io penso che mi colpisce anche recentemente, e poi concludo e chiedo un parere anche su questa cosa. Recentemente ho incontrato proprio John Gossage a Washington e lui a un certo punto leggo un pezzo dell'intervista che gli ho fatto. Lui a un certo punto dice: si tratta di un medium piuttosto limitato. Parla della fotografia. La fotografia è un medium piuttosto limitato, ma con una grande profondità. La cinematografia riesce ad essere più fedele a ciò che riproduce, ma ciò che fa la fotografia, cioè fermare le cose, sottrarle dal flusso del tempo, la rende uno strumento unico, perché l'immobilità è qualcosa di affascinante e di cui è difficile fare esperienza diretta nella vita. Fissa le cose, sottraendole dal tempo in modo che diventino memoria. Nell'inquadratura è come se cogliessimo una possibilità di significato che è comunicabile nella sua complessità solo in quel modo. Ma questo significa anche che la fotografia apre alla possibilità che la metafora nel mondo esista davvero. Jürgen, la metafora nel mondo esiste davvero? C'est une vraie question. Moi, je pense que pour revenir un peu sur un terrain un peu plus basique, peut-être, quand je travaille en photographie sur le central, effectivement, il y a l'objet qui est là, et c'est un fort symbole. Si je travaille sur le nucléaire, ça dépasse pour moi le nucléaire, ça parle de notre dépendance énergétique, ça parle de nos vies, en fait, et aussi du sublime, peut-être un sublime contemporain, un sublime à la Burke, Edward Burke, qui définit aussi le sublime industriel à un moment donné, avec ces objets qui sont attirants par la dimension et qui nous font peur en même temps par leur grandeur et par effectivement après en tant qu'antinucléaire, parce qu'il se passe dedans, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est une métaphore. La photographie, pour moi, elle est jamais. Le réel, ça se discute dans l'image. Qu'est-ce que je montre, où est-ce que je vous amène, sur quel terrain je vous amène avec ça. Moi, ce que j'espère toujours, c'est d'ouvrir des portes et que l'esthétique,
pour moi, j'utilise l'esthétique pour qu'elle vous amène, c'est une autre réflexion peut-être, qu'on part de ça. Jürgen nous propose une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, ben voilà, on a compris. Mais après, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'engage, ou une réponse plus personnelle, ou une expérience, en fait, de ces choses-là qui soit unique aussi pour vous, et qui arrive par la traduction que je donne de ce moment-là, unique, d'un arrêt dans le temps. Je suis assez d'accord avec ça. C'est effectivement la grande force de la photographie, c'est cet arrêt qui n'est pas naturel du tout, cette profondeur de champ que j'utilise, qui n'est pas naturelle du tout. On n'est pas fait pour voir tout à la fois net. C'est une construction uniquement picturale. D'ailleurs, je m'oriente beaucoup, j'aime beaucoup la peinture danoise, néerlandaise, en fait flamande, de paysages. Vous vous en doutez, vous avez vu des photographies qui sont là, et où je sens en tout cas une proximité avec ces représentations-là, et cette tranquillité aussi qui s'engage. Alors ça ne répond pas forcément à ta question sur la métaphore peut-être, mais bon, j'essaie de contourner un peu. Ecco, ma proviamo ad andare un po' più dentro appunto a questo rapporto che c'è oggettivamente forte tra il tuo lavoro e la denuncia dei problemi, soprattutto ambientali, eccetera, e questo oltre che tu cerchi di dire, cioè che rapporto c'è e diciamo, come fai anche a far capire, aiutare la gente a leggere questo lavoro nel modo giusto, perché comunque tu fai libri, non fai campagne, fai libri e mostre, non fai campagne di sensibilizzazione. Non, toute la question est là, je pense qu'elle est extrêmement centrale à mon travail, parce que je marche sur les œufs, c'est-à-dire que j'ai quand même envie de montrer ces choses-là, mais je veux pas que ça soit la pédagogie, je veux pas qu'on sorte de là en disant oui, ben voilà, on a compris. C'est toujours un peu compliqué pour moi de parler sur les images, parce que je m'aperçois que mon discours il est beaucoup plus resserré, il est plus direct, que les images que j'aime qu'ils soient ouverts. Alors c'est une très bonne transition pour ce travail-là, ce que tu viens de dire, parce que après les centrales nucléaires, par exemple, j'avais envie de travailler sur la question des déchets nucléaires, parce qu'il y a ce grand projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, et qui est très discutable, on va dire, où on va enfouir quasiment 100 000 tonnes de déchets hautement radioactifs sous-sol à 500 mètres de profondeur. Forcément, il faut trouver des solutions. Je ne suis pas là pour en faire un discours politique aujourd'hui, mais comment est-ce que moi, je peux intégrer ça dans mon travail? Et franchement, pendant longtemps, je bloquais dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais photographier? Juste le paysage au-dessus, bah, rien. Dedans, c'était pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est en 2017, j'étais en train de lire Henry David Thoreau, donc le philosophe, auteur, transcendentaliste américain que vous connaissez tous du milieu du 19e siècle, avec Walden or Life in the Woods, donc Walden ou La vie dans le bois. Et il parle beaucoup de sa cabane à côté du lac à Concorde, du lac Walden à Concorde. Et en fait, cette cabane-là, elle a une métaphore aussi, elle a un symbole en fait pour toute pour sa philosophie, pour sa pensée, pour cette question d'indépendance de l'individu face aux conventions sociales en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est encore aujourd'hui très populaire.
Et donc j'étais en train de lire ce livre magnifique et en même temps je tombe sur un article dans Le Monde, je crois, où on parle de Bure et des militants qui se sont installés dans le bois Le Juc, donc c'est la forêt un peu aussi symbolique de Bure, et ils ont occupé le bois. Et là je cherche un peu et je vois effectivement qu'ils étaient en train de construire des cabanes et tout ça, et ben voilà. Ça, sur le coup, j'ai compris que c'était une porte d'ouverture pour moi d'enfin aller à Bure et commencer à travailler sur ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Et là, c'est une des premières images là, de Bure. On va voir. Donc, j'ai eu, en fait, comme avec Fluffy Clouds, en fait, j'ai eu un peu une carte d'entrée, un passeport d'entrée pour ce bois-là, parce que on me connaît un peu dans le milieu quand même. Et donc, j'ai pu rester. J'ai fait 4 voyages. Je vivais dans le bois. Et donc, j'ai fait ces images-là, des installations très précaires à la fois et très belles, je trouve. Et j'étais avec les militants qui étaient installés. Voilà, c'est justement le livre dont je vous ai parlé, Walden, qui était installé dans des endroits qui s'appelaient Vigie Sud, Barrière Nord, enfin des trucs un peu militaires, quoi. Mais en fait, il n'y avait pas d'action, en fait. Sauf que le bois était entouré de gendarmes. Il y avait toujours une section de gendarmerie qui occupait tous les entrées et sorties de la forêt. Mais dedans, une fois dedans, il y avait une communauté qui s'installait, qui était fluctuante, et que j'avais envie de travailler sur ces militants-là, et aussi alors sur le coup, ça part de Bure et de ce contexte-là d'enfouissement, mais je pense que ça nous amène vachement plus loin. Et quand j'ai fait le livre, avec les éditions Spectre Books à Leipzig, voilà, je disais, ça serait bien j'avais absolument envie d'intégrer Henry David Thoreau dans le livre, mais plutôt avec la désobéissance civile, on the duty of civil disobedience, sur le devoir de la désobéissance civile, qui est un des textes fondateurs des mouvements activistes, militants d'aujourd'hui. Et donc, on s'est dit avec l'éditeur qu'en fait, on est face à un projet d'enfouissement et qu'on pourrait très bien enfuir le texte, en quelque sorte, le cacher sous les images. Donc, en fait, vous avez un livre de photos à feuilleter comme ça, où vous verrez que les images. Mais si vous regardez de près, vous avez des textes qui apparaissent. Et ces textes-là, c'est tous les textes de la désobéissance civile de Henry David Thoreau. Alors, ce qu'il faut faire, si vous avez acheté ce livre, c'est de prendre un couteau, par exemple, comme ça, et de couper, parce que c'est une reliure à la japonaise. Et vous pouvez donc couper les pages. Alors, il faut mieux avoir un couteau un peu aiguisé. Là, je l'ai déjà fait, mais bon, j'avais envie de faire quand même une. On va prendre celle-là avec Franck. Donc c'est un geste un peu que vous connaissez peut-être des livres anciens, hein, mais qui a une certaine violence, je trouve aussi là. Et là, vous allez trouver donc le texte entier de Henry David Thoreau dedans, sur cette question de la conscience. Et je vais vous lire juste 3 phrases de ça. Donc c'est en anglais. On a pris le texte original, parce qu'il a quand même un verbe très puissant. Henry David Thoreau, c'est quelqu'un qui nous emporte avec ses paroles. Alors bon, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça, mais quand même partager ces 3 lignes avec vous. Can there not be a government in which majorities do not virtually decide right and wrong, but conscience? Must the citizen, for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience then? I think that we should be men first and subjects afterward.
it is not desirable to cultivate a respect for the law so much as for the right. The only obligation which I have a right to assume is to do at any time what I think right. Voilà, donc c'est un très beau texte qu'on peut découvrir comme ça. Et aussi, encore quelque chose d'enfui, où c'est moi qui résume un peu à ma manière la politique nucléaire en France depuis Charles de Gaulle, on va dire. C'est sans être journaliste, alors c'est un peu risqué, mais bon, voilà. Mais il faut aussi le chercher, donc c'est un livre où on cherche beaucoup. Et on retourne un peu sur ces images de militants qui sont pris dans les repos. Ce n'est pas des images d'affrontement avec la police, comme je disais, c'est des images plutôt vraiment voilà, qui sont dans la paix de cette forêt. C'est un portrait de la forêt aussi, là, et de cette vie alternative, de vie de partage. Donc le bois, en fait, j'étais en train d'y aller en 2018, février 2018, quand le bois a été évacué par la police d'une manière assez rapide, radicale. Donc toutes ces barrières n'ont jamais vraiment servi très longtemps. Voilà, il y avait 500 gendarmes et pour 15 habitants de la forêt à ce moment-là, donc vous imaginez que ça n'a pas duré très très longtemps. Ça c'est le plan où on se repère, où on peut voir en fait, effectivement les endroits qui sont dessinés dedans, qui sont des repères de militants en fait, entre ce que je disais Barricade Nord, Vigie, donc voilà, c'est un plan que j'ai gardé avec moi. Ça c'est un autre plan, et c'est le dernier travail qu'on va vite montrer. C'est les mines d'uranium en France, c'est le 3e volet, qui est en cours sur cette question de nucléaire, parce qu'un peu comme pour la maison, je m'aperçois que ça fonctionne un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a un début du nucléaire avec l'extraction d'uranium qui s'est fait aujourd'hui au Niger. C'est moins cher, les questions sanitaires ne se posent pas de la même manière, la santé des ouvriers n'est pas respectée comme il faudrait le faire la Cogema en France dans les années 48 à 95, comme sur cette carte-là. Donc il y a eu beaucoup de mines d'uranium en France parce que, en fait, Charles de Gaulle, justement, disait que la France n'avait pas de pétrole, n'avait pas de gaz, avait peu de charbon, mais il y avait de l'uranium, donc il venait de l'indépendance énergétique de la France, effectivement, d'explorer un maximum cette filière nucléaire, bien en pensant qu'il y a aussi la bombe atomique qui est là et que en France, qui est très présent dans les esprits, en tout cas de l'État, et qui fait que le nucléaire est toujours placé secret défense et que voilà. Là, on revient sur le sujet de mines et en fait, voilà, vous voyez un peu la difficulté parfois d'avoir des plans comme ça pour savoir où est-ce qu'on peut aller pour trouver des traces de ces mines-là. Voilà, une mine d'uranium en France, à l'époque, ça ressemble à ça. Ça, c'est un site, voilà, ça, c'est les personnes avec lesquelles je travaille sur place. Hein, c'est l'association Stop Mine qui sont là et qui vont, en fait, faire des mesures autour de ce site pour voir quel est le taux de radioactivité aujourd'hui contenu dans le sol autour de mines. Donc là, on a Bruno qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire des CRIRAD, le seul laboratoire de mesures radioactives indépendant en France à Valence, qui sont très actifs. Et il a ce compteur GGR avec lui et il va chercher de hotspots, de points chauds, parce que ces pierres-là, enfin ces minéraux, toutes les minerais ont été pas dispersés, mais en quelque sorte oui, parce que pour extraire 1 kilo d'uranium d'une mine, il faut une tonne de pierre qu'on sort de la mine de 500 mètres de profondeur parfois. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils l'ont donné à des chemins forestiers pour créer des routes, des chemins forestiers,
Donc ce sont des choses, ou de fondations, même pour des stades comme à Guignon. Comment photographier ça? C'est la grande question, Luca. C'est des pollutions invisibles. Ça, c'est la mine comme elle n'existe plus. Elle n'est plus là. Ce qui reste aujourd'hui de la mine, ce sont des paysages où on ne devine pas du tout cette ancienne présence-là. Par contre, voilà, il y a 4 images sur cette série. Là, par exemple, c'est un chemin en contrebas de la mine où sur ce petit sentier pédestre, on peut mesurer avec un compteur le coût par seconde de radiation. Enfin, à chaque fois, c'est d'autres mesures. Ça s'adresse un peu à des spécialistes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est inscrit là. Alors, je ne sais pas si la projection est assez bonne, mais au milieu de l'image, vous voyez peut-être encore écrit 4700. Et en dessous, c'est marqué choc per second ou coup par seconde. Donc, c'est la mesure de radiation qui est utilisée par ce compteur DG5. Là, c'est moi qui ai fait la mesure avec mon propre compteur GGR. Alors, ce n'est pas dans l'air, hein, c'est pas comme ça. C'est au contact avec certaines pierres au sol qui viennent de la mine, où on est à 17,5 microsieverts heure, qui est très proche de la radioactivité, proche du sarcophage de Tchernobyl, par exemple. Donc... Et là, la dernière, non, avant-dernière, c'est le plan d'eau et qui est dans l'exposition. Alors, je pense que la projection n'est pas assez bonne, non? Qu'est-ce que ça va? On voit quelque chose. On voit peut-être, je ne sais pas si je vais réussir à zoomer. Potete vedere in mostra questa. Voilà. Donc, si on zoome dedans, vous allez voir, ici, c'est écrit le taux de radiation de 74,6 térabecquerels de radium qui est contenu, en fait, sous la surface de ce plan d'eau artificiel. Les photos sont faites, vous avez vu quelques photos que j'ai fait des militants, ils sont faits avec mon téléphone portable ou avec un petit appareil. Là, c'est effectivement plus réfléchi, avec un temps de pause long, avant le lever du jour ou après. Je voulais vraiment qu'il y ait aussi cette question de temps, d'imprégnation, de la pellicule, parce que là, on est encore sur la pellicule, on n'est pas en numérique. Enfin voilà, ce sont des petites questions que j'aime bien appréhender aussi dans le travail et de donner toujours aussi cet aspect très silencieux peut-être sur ce endroit-là, ou comme ici la BESPRE, hein, ça s'appelle, ces petits réseaux qui coulent et qui donnent des mesures en uranium dans la biomasse sèche du lit de ce réseau. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout enfin de cette image, donc je te passe. Luca, Grazie, quelque chose. No, tu volevi sapere se c'erano anche domande dal pubblico, se qualcuno ha qualcosa da chiedere rispetto al lavoro oppure proprio questo rapporto che è quello che Babel ha messo a tema tra l'arte e l'impegno. C'è una domanda qui davanti. Il discorso di Lucrezio sulla poesia lo conoscevo fin da piccola in un'altra versione di Torquato Tasso. Così allegro fanciul porgiamo, aspersi di soavi licor l'orlo del vaso, succhia mari ingannato intanto ei beve, e dall'inganno suo vita riceve. Stiamo attenti che le fotografie sono troppo belle e alla fine i cammini finiscono per piacerci. Quindi lo zucchero del vaso ci fa ingollare non la medicina ma il veleno. Approfitto del microfono per dire che io il 90% di quello che avete detto stamattina l'ho capito, ma il 10% no, per cui chiedo di tornare al sistema della traduttrice, anche se il francese più o meno lo capiamo, non si capisce tutto, non si capiscono bene i nomi delle località, per piacere. Nelle cuffie poi non sento
non sento lo scrittore, io voglio sentire lo scrittore e il fotografo direttamente, li voglio tutti e due e mi diverto di più. Ma no, ma andava bene come era fino a... Sono anni che vengo a Babel, mi è sempre piaciuto. Quest'anno mi sono annoiata un po'. Ma no, io volevo tornare su, innanzitutto la ringrazio per aver recitato a memoria la traduzione di Lucrezio e la cosa che dice sul fatto della tentazione di farsi, di farsi piacere le cose, appunto le centrali nucleari è una tentazione reale, però è chiaro che qui la scommessa è più alta, cioè se fosse solo metterci in guardia dal pericolo delle radiazioni nucleari non ci sarebbe bisogno di queste fotografie, perché giornalisti, politici, attivisti riescono a farlo in modo molto più efficace e molto più convincente. Qui la cosa interessante per me è che attraverso questo lavoro, che ha degli elementi in comune con la ricerca giornalistica, riesce a toccare degli elementi dentro di noi che sono di altra natura. Cioè, quando vediamo i rifiuti che fotografa Jürgen, poi è chiaro che uno deve anche essere disposto a fare, come dire, a confrontarsi a questo livello, ma lo dico personalmente, io penso alla mia vita, come dire, arrivo a pensare alla mia vita, al disordine di cui è fatta, al dispiacere che sia così, e che sono cose che non hanno nulla a che fare con i rifiuti, ma di cui questi rifiuti parlano. Allora, a me interessa questo innanzitutto, e l'arte è utile perché arriva a questo livello. Perché se non arrivasse a questo livello, poi, e questo, diciamo, do il mio contributo al tema di Babel, anche tutti i tentativi, diciamo, di contribuire al dibattito pubblico su temi di attualità diventerebbero appunto delle questioni di pura, come dire, non trascurabili, mentre il contributo dell'arte è interrogare ciascuno fino appunto al cuore della questione umana, perché se non arrivassimo lì, anche tutte le soluzioni delle questioni politiche resterebbero superficiali. Non so, Matteo. Sì. È una questione, diciamo, adesso, questa è una delle possibilità, sì. È un rischio che secondo me vale la pena correre. Sì, adesso noi in realtà dovremmo finire, ma qui uno vorrebbe cominciare, no? Tutta una discussione, perché è molto centrale rispetto a tutto il discorso del festival. Cosa vuol dire l'impegno politico, l'impegno civile, l'impegno sociale attraverso l'arte? Perché, come diceva Luca, ed è una cosa che è stata detta anche in altri incontri, per esempio, ripartendo dall'inizio, Massimo Gezzi sabato mattina parlava di questa cosa. Cosa ho bisogno? Perché io devo scrivere una poesia su un argomento se devo denunciare una cosa
tutti sanno già, perché sui giornali ci sono giornalisti, e che la forma di saggio, quindi di scrittura, semplicemente di è successo questo, vi do questi dati, cosa sta succedendo, l'inquinamento, eccetera, eccetera, cioè, basta, non è che noi abbiamo bisogno di vedere una fotografia o di leggere una poesia, o forse anche sì, perché l'arte si muove su funziona come arte, ed è arte, se no appunto è giornalismo. Ma cosa vuol dire che l'arte è meglio? Sono due cose diverse, no? Però magari abbiamo bisogno sia dei dati, di un convincimento logico, di qualcosa che ci faccia capire, vedere. Cambiamento climatico, è successo questo, basta la fotografia dall'alto di un'area dove prima c'era un lago e adesso non c'è, quella non ha bisogno di essere bella, no? È un'altra cosa. Ma attraverso l'arte, e io non sto dando una risposta, perché una risposta non c'è, è una questione aperta, è per quello che ci abbiamo fatto un festival e continueremo a farli, è che l'arte va a toccare qualcosa di personale e qualcosa, forse come dice Luca, che sta oltre e che non si può nominare con le parole qualsiasi e non si può far veramente vedere con l'immagine. E qui abbiamo in sala anche scrittori e poeti, c'è Pietro De Marchi, e la poesia si gioca anche molto su questo, sull'idea che forse c'è qualcosa che sta dietro, che forse il mondo ci sta parlando. E anche le poesie però devono essere belle, anche le immagini devono essere belle, ma non so come dire, c'è anche l'immagine che ci denuncia e che finisce sul giornale, l'immagine di reportage, anche quella a suo modo è una bella immagine, perché se no non la pubblicherebbe nessuno, ma forse nessuno neanche la guarderebbe. Però sono criteri estetici diversi. Qui si parla, in questo caso, ed è lì la differenza forse di cui stava anche parlando lui, di quel fotografo che faceva quel tipo di esposizione, diceva io faccio l'immagine forte in un certo senso, quelli di Jürgen sono forti in un altro senso, cioè anzi quasi togliendo la drammaticità. Però è vero, questa questione della bellezza, e se ne è parlato anche alla Mostra, è una strana situazione, perché noi vogliamo che le cose anche siano belle, se no non le guarderemo. E questa è una cosa complicata. Vedo che c'è una domanda. Per chiudere in bellezza, ribadisco che le traduttrici sono brave e anche belle e le voglio vedere. Ok, grazie. Ma non è che poi rischia di innamorarsi troppo delle traduttrici perché sono belle, come le immagini, e poi alla fine le piacciono veramente. Non, oui, je trouve la question, elle est très intéressante parce que c'est une question que je me suis souvent posée moi-même. Jusqu'où il faut aller dans l'esthétique des images, mais j'ai envie que c'est mon langage en fait, c'est comme un écrivain, il écrit avec ses mots, il a son style, et ce style il peut dire des choses très dures avec, mais avec des très belles mots, et des très beaux mots. Et pour moi, cette esthétique visuelle que j'utilise, elle est là pour vous toucher, pour vous permettre de ressentir quelque chose, et c'est à partir de là, j'espère que ça se passe en fait, parce que si les images ne vous touchent pas, et il est un peu difficile d'être touché par des images en projection, alors je vous remercie de constater qu'elles sont trop belles, mais en fait dans l'exposition, effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est d'aller là, et parfois de vous montrer une cité pavillonnaire, et finalement, qu'est-ce qui se passe pour nous? On remarque plutôt peut-être la lumière qui baigne cette scène-là et qui nous emporte dans un ailleurs. Et j'aime bien ces moments-là aussi de partir d'une première proposition. Mais s'il n'y a pas l'esthétique, elle serait trop enfermée en fait. S'il y a juste une illustration d'une proposition, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, mais c'est un jonglage, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut évaluer à chaque fois. Mais voilà, ouais.
question de Io style. infatti aggiungo una sola cosa prima di lasciare l'altra domanda, che sì, è una questione veramente irrisolvibile. C'era, perché è morto, un poeta polacco che si chiamava Miłosz, Czesław Miłosz, che quando è stato invitato a fare queste Norton Lecture, che bene o male noi conosciamo senza saperlo perché sono le lezioni americane di Calvino, sono queste Norton Lectures. Sono 5 o 6 lezioni che uno deve tenere. Quando Miłosz è stato invitato a fare a preparare queste lezioni, lui ha scritto su un tema, si intitolano La testimonianza della poesia, no? The Witness of Poetry, io l'ho detto in inglese, e tutto si gioca su questi due aspetti. Da una parte c'è il reale che ti chiama e dall'altra c'è lo stile che ti chiama perché è arte. E quindi tu, anche quando scrivi, dici, ok, questo è più verso il reale, ma non funziona. Perché non funziona? Perché l'arte ha una sua logica interna, è come la musica ha una sua logica interna, se no non è musica. Però dall'altra parte l'arte non musicale, diciamo, anche se in parte anche quello, però quella visiva, quella delle parole, eccetera, ha un contenuto e il contenuto anche tira dall'altra parte. Quindi questo specie di strano equilibrismo di cui è fatta l'arte, di cui fondamentalmente possiamo parlare quanto vogliamo, ma non capiremo mai niente. Però se esiste, continua a esistere, le persone spendono la vita per cercare di trovare il modo di produrre un'opera d'arte e si tormentano per spostare una virgola di qua o di là, probabilmente un motivo c'è, altrimenti non lo faremmo più. Non impareremo Lucrezia a memoria, non sapremo queste cose qua, perché tutta quella è comunque arte, che non si sa che cosa sia. Ulisse deve farsi legare per ascoltare il canto delle sirene senza esserne vittima. Cioè, c'è anche questa necessità di un legame che ci permetta di non cedere alla grande tentazione che tutto si riduca a stile, come dire, a bellezza fine a se stessa, no? C'è questa grande questione del rapporto tra bellezza, cioè ieri si faceva la distinzione tra verità e bellezza, no? L'impegno, come dire, predilige la verità alla bellezza. Come dire, distinguere le due cose secondo me è artificiale. Esatto. Certamente occorre una grande energia, un grande legame, un grande centro di attrattiva che permetta di tenere insieme le cose in modo equilibrato, perché la tentazione appunto del rimanere solo legati alla forma o solo legati alla verità del contenuto è sempre in agguato. La questione è questa forza misteriosa che riesce a tenere insieme le due cose. Sì, scusate, dico ancora una, perché poi la questione è proprio, cioè, che cos'è la realtà e perché non dovrebbe esserci della bellezza se c'è, perché la cosa interessante è che penso che il discorso di Luca, anche quello che ha scritto, è molto questo, no? C'è questa cosa che anche ha letto della poesia del Turbine, eccetera, che c'è la tragedia ma c'è anche una bellezza, e spesso l'arte vive di questa contraddizione, che è capace di farti vedere le due cose. Magari la denuncia sociale non ti fa vedere l'altra parte, e se invece c'è solo la bellezza senza la tragedia, ed era questo il discorso di Robert Adams, se c'è quella è invece lì è acquistata a buon mercato, mentre lui dice: se io riesco a incorporare le due cose, non faccio solo vedere la tragedia, faccio vedere questa cosa che io percepisco, ed è anche questa misteriosa, perché noi percepiamo la bellezza, cosa vuol dire, cosa ci sta dicendo. Quando Luca faceva questa domanda sulla metafora, io ho pensato a 2 o 3 cose, no?
sono nell'ordine. Uno, che c'è una fotografia di cui parlavamo prima, che avete visto, magari poi uno non si ricorda perché se ne sono state viste tante, però ci sono dei giocattoli, cioè dei tricicli, delle cose per bambini, e non ci sono i bambini. Quella è un'immagine molto forte e forse potente anche perché è simbolica di qualcosa, ma non è la verità, perché lì c'erano dei bambini che giocavano, però è anche la verità, perché non è stato Jürgen come fotografo a dire bambini toglietevi che l'immagine funziona di più se non ci siete, è stata la maestra, perché ormai non si possono più fotografare i bambini e quindi la maestra ha tolto i bambini ed è uscita questa immagine che magari è più potente che se ci fossero i bambini. Quindi questa è una cosa, ma perché è più potente? Perché c'è questa idea della metafora, eccetera. Allora, brevemente, sono un po' dei modi di guardare il mondo. Prima si parlava di poesia, come dice Baudelaire, noi camminiamo in una foresta di simboli, no? Usa questa cosa. Per lui tutto era un simbolo, tutto il mondo ti parla. È vero? Non è vero? Nell'arte molto spesso noi sentiamo che c'è qualche cosa dietro, che c'è qualcosa che forse ci parla. Che cosa sia non lo sappiamo. Ultima cosa che tra l'altro ho sentito da Luca in una bella lezione sua su Giovanni Chiaramonte che potete trovare su YouTube, e approfitto per ricordare Giovanni che è scomparso quest'anno. Giovanni Chiaramonte era un fotografo che credeva molto in questa dimensione simbolica, l'idea che dietro ci sia qualcosa, e cercava di cogliere quel qualcosa di altro nella fotografia. Ma come racconta Luca, in un libro di Giovanni Chiaramonte c'è una prefazione di Ferdinando Scianna, altro grande fotografo italiano. E Ferdinando Scianna dice: quando io guardo il lavoro di Giovanni lo trovo bellissimo. Sono delle fotografie che a me parlano tanto, importanti, che mi parlano. Quando lui comincia a dire che dietro quello che fotografa c'è dell'altro, che un albero non è un albero, ma è un'altra cosa, io non riesco a stargli dietro. Io quella cosa lì non la capisco, però le sue foto mi piacciono lo stesso. Beh, qualcuno che vuole andare avanti a fare una domanda? C'era una seconda domanda? Non è propriamente una domanda, volevo solo aggiungere un frammento di riflessione al dibattito, e sarebbe il fatto che da tutta questa discussione si è tanto parlato del valore di arte in quanto informazione, però in realtà, a mio parere almeno, l'arte è sicuramente un mezzo di informazione, ma non è questo il suo scopo principale. L'arte è un mezzo di riflessione e la riflessione non prevede l'impostazione da parte del fruitore nell'imparare e basta, ma proprio nel domandarsi se quello che sta guardando è qualcosa con cui è d'accordo o meno. E altrimenti allora non si potrebbe nemmeno rappresentare la violenza nell'arte, perché se deve essere uno strumento didattico fine a se stesso, saremmo obbligati a censurare la maggior parte delle opere d'arte che esistono, dai quadri ai libri. E quindi appunto secondo me la grande differenza tra quello che è giornalismo e quello che magari è l'arte fotografica sta proprio nel affidarsi all'intelligenza del fruitore, che gode di una bella fotografia e, godendo dell'estetica, che appunto, come avete detto bene, è parte intrinseca dell'opera d'arte, può anche spingere la propria riflessione su come questo riflette in se stesso. E quindi forse è qui la grande differenza. Solo questo. Bene, grazie mille di questa ultima riflessione, perché forse dobbiamo andare tutti a mangiare, non lo so. Però vi ringrazio della domanda e sono anche contento che abbiamo straripato, però siamo andati avanti a discutere. Abbiamo costretto il direttore artistico a scendere nell'arena del dibattito.